Tout d'abord, je voudrais remercier Clément pour son invitation qui me permet de présenter une partie de mes recherches, donc dédiées principalement au carbure, et je parlerai un peu des carbonitrures essentiellement à base de silicium. Alors j'exerce en ce moment à l'Institut européen des membranes de Montpellier, mais à partir du 1er octobre 2017, je vais migrer un peu plus au nord, nord-ouest, donc à Limoges, au SPCTS, où je développerai cette activité dédiée aux polymères, aux céramiques non oxydes, essentiellement autour des systèmes carbure et carbonitrure, donc élaborés à partir de polymères pré-céramiques. Donc les carbures, c'est une grande famille de matériaux qui vont des matériaux covalents aux carbures interstitiels, en passant par les carbures ioniques. Et dans cette présentation, je parlerai essentiellement des carbures faits de liaisons covalentes, essentiellement à base de carbure de silicium. Et donc cette présentation sera divisée en 3 parties. Une partie introduction, où je décrirai la voie qu'on met en œuvre, donc une voie chimique qu'on met en œuvre pour élaborer ces matériaux. Et ensuite, je discuterai de plusieurs types de matériaux, essentiellement autour des systèmes binaires SiC et des systèmes ternaires SiBC, SiTiC et brièvement SiCN. Alors, je parlerai essentiellement de leur design, de leur élaboration, et en conclusion, j'évoquerai leur application, notamment dans le domaine de l'énergie. Alors, pour faire ces céramiques non oxydes, on se base en fait sur le procédé d'élaboration des carbones à partir de précurseurs, et on voit en fait qu'il y a 3 étapes. L'étape de synthèse du précurseur, l'étape de mise en forme, ici c'est de l'électrospinning, et ensuite l'étape de décomposition thermique ou encore l'étape de pyrolyse. Et en fait, ces 3 étapes, on les retrouve dans le procédé d'élaboration de ces céramiques non oxydes à partir de polymères pré-céramiques. Donc il y a l'étape de synthèse qui se fait par polymérisation thermique ou polymérisation chimique de précurseurs moléculaires. Ces précurseurs peuvent être commerciaux ou on les fabrique en laboratoire. Alors, vous connaissez sans doute certains de ces polymères. Les plus connus sont les polysiloxanes, qui permettent d'élaborer des céramiques après traitement thermique de type oxycarbure de silicium. Mais il y a également les polysiazanes, donc pour élaborer des céramiques de type carbonitrure de silicium. Et là, j'évoquerai surtout les précurseurs polymériques de type polycarbosylane, donc, qui sont constitués de liaisons SiC, donc qui permettent d'élaborer des matériaux à base de carbure de silicium. Une fois que ces polymères sont synthétisés, on vient les mettre en forme en utilisant des procédés conventionnels de mise en forme. Ça peut être du pressage, ça peut être de l'électrospinning, ça peut être du deep coating. Et après cette seconde étape, on fait un traitement de pyrolyse, comme tout matériau céramique, qui va consister à les chauffer, donc à transformer le polymère en céramique dans la forme qui a été imposée lors de cette étape. Et ça, c'est le plus compliqué, puisque vous le verrez, il y a notamment des gaz qui se dégagent au cours de la pyrolyse, et donc, inévitablement, il y a un retrait volumique. Alors, on peut élaborer, je dirais, tout un panel de matériaux céramiques, allant des nitrures, des carbures, des carbonitrures, plutôt à tendance à liaison covalente, et aussi des nitrures et carbures métalliques, donc comme vous pouvez le voir ici. On peut élaborer des fibres, des monolithes. Celles-ci peuvent être de structure poreuse, donc porosité ordonnée, comme les mésoporeux, ou à porosité hiérarchisée allant du micro à la macroporosité. Et on peut élaborer des matériaux amorphes qui sont stables en température, comme des matériaux cristallisés. Et vous le verrez dans cette présentation, on peut combiner les deux formes, donc des nanocomposites faits de nanocristaux céramiques dispersés dans une phase amorphe de céramique. Et ça, c'est très intéressant pour les applications sous sollicitation mécanique, notamment. Alors, parlons tout d'abord du système le plus simple, le carbure de silicium. Donc, vous retrouvez ici les 3 étapes d'élaboration, la synthèse du polymère, la mise en forme et la pyrolyse. Donc, on a choisi ce précurseur moléculaire qui est un polycarbosylane avec une structure un peu complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais brièvement, pour le caractériser, on met en œuvre différents types d'analyses, donc la spectroscopie infrarouge, la spectroscopie RMN, et l'analyse élémentaire. Et ensuite, en déterminant son poids moléculaire, on en détermine une structure. Et comme vous pouvez voir ici, ces polymères ont un poids moléculaire très faible, c'est autour de 1500-2000 grammes par mol, et très éloigné des précurseurs de carbone, qui peuvent atteindre des dizaines de milliers en poids moléculaire. Et donc, ce sont plutôt des oligomères. Ensuite, ces polymères, on les traite en température. Donc là, on a une courbe ATG. Donc,
On voit qu'on perd environ 28% en masse jusqu'à 1000 degrés. 1000 degrés, c'est la température finale d'élaboration où on a le carbure de silicium, comme vous pouvez le voir ici, qui est complètement amorphe, en diffraction des rayons X. Et au cours de cette décomposition thermique, on coupe l'ATG à de la spectrométrie de masse et à la chromatographie gazeuse, et on identifie les gaz qui se dégagent de ce polymère. Et donc, vous voyez la quantité de gaz. On a surtout du propylène, de l'éthylène, du méthane et de l'hydrogène. Donc, essentiellement, des produits gazeux à base de carbone. Lorsqu'on monte en température, 1200, 1400, etc., on cristallise petit à petit le carbure du silicium. La phase bêta, c'est plutôt la phase dite basse température, et ensuite, à très haute température, on a la phase alpha. Alors, on peut exploiter le caractère liquide, l'état liquide de ce polymère pour faire des mésoporeux. Alors, le procédé est relativement simple. On utilise des templates, donc commerciaux, ça peut être du CMK3, ça peut être de la SBA15, de la silice. Et en fait, le type et l'arrangement de la porosité va dépendre directement du template qui est utilisé. Donc, on infiltre le template, on fait une pyrolyse, le polymère étant confiné dans la porosité du template. On élimine le template et on a la réplique, en fait, en céramique. Et donc, ça, c'est très connu. On peut l'appliquer pour élaborer, par exemple, des matériaux mésoporeux de type monolithe, donc en SiC, en utilisant du charbon actif monolithique comme template. Et donc, on arrive à avoir des matériaux mésoporeux avec une surface spécifique relativement élevée, proche de 600 m² par gramme, et qui sont mésoporeux, comme vous pouvez le voir. Je détaillerai après l'application de ce type de matériaux. On peut éventuellement mélanger à ces polymères des agents porogènes, des sphères de polystyrène, et on a également à la fin, parce que les sphères de polystyrène vont se décomposer complètement durant la pyrolyse en laissant des vides et donc des pores, et donc à la fin, on a également des matériaux poreux. Et c'est en utilisant cette approche qu'on voit le principal problème de l'utilisation de ces polymères, c'est le retrait volumique. Voilà la pièce crue, ici, voilà la pièce céramisée. On a environ, on l'a calculé, en combinant l'élévation de la densité du polymère en céramique couplé à la perte de masse allant du polymère à la céramique, on a environ 60% de retrait volumique, ce qui est considérable pour ce genre de matériaux. Et donc, pour une application industrielle, c'est assez complexe à proposer à l'industriel. Alors, il y a une façon d'améliorer ce problème, c'est de travailler le degré de réticulation de ces polymères. Alors, l'idée, c'est de travailler la chimie de ces polymères, donc d'ajouter un agent liant qui est composé d'un élément léger, éventuellement, pour augmenter le rendement céramique, limiter l'élévation de la densité entre le polymère et la céramique, et donc ça devrait réduire le retrait volumique. Et préférentiellement, si cet élément a un effet positif sur le carbure de silicium, ça serait très bien. On a trouvé que cet élément pouvait être le bore. Pourquoi le bore? Tout simplement parce que ce polymère a des groupements allyles, et ces groupements allyles peuvent être isoboratés avec un borane, par exemple, et donc on arrive à lier le borane via ces groupements allyles, le bore étant très intéressant pour le carbure du silicium, puisque c'est un agent de fritage pour le carbure du silicium. Donc on a un double effet, à la fois sur le polymère, on espère augmenter le degré de réticulation, mais également sur la céramique, qui devrait améliorer sa consolidation et donc ses propriétés mécaniques. Et donc, on a étudié la chimie de ce polymère en y insérant du bore. Et ça, c'est la deuxième partie de cette présentation. La synthèse est relativement simple sur le papier. Donc on a le polymère là, on vient additionner le borane, et on peut contrôler la quantité de borane pour obtenir des polymères liquides, ou si on additionne beaucoup de borane, on arrive à un polymère solide, comme vous pouvez le voir ici. On fait la spectroscopie infrarouge, c'est le précurseur de départ, donc la HPCS avec cette formule, on additionne petit à petit du bore, et on confirme en fait, par la disparition des groupements allyles, ici, que le borane vient s'additionner sur les groupements allyles de ce polymère, et donc on a bien une réaction d'hydroboration. On confirme cela par un lamelle solide autour de l'élément bore, donc ça c'est des caractérisations qui sont faites par Christelle Gervais, donc ici, et donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais puisque c'est assez complexe, on peut voir sur ces spectres qu'en fait le bore est tricoordonné et aussi tétracoordiné, donc on a vraiment une structure très complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, la quantité de bore additionnée est très faible. On est à peu près à 0,70% en masse, qui est très très faible, mais ça suffit finalement pour augmenter considérablement le rendement céramique de ces polymères. Le précurseur de départ, avec une perte de masse de 28%, avec un peu de bore,
on réduit considérablement la perte de masse, ce qui prouve que cet élément bore, donc à travers l'utilisation de borane, augmente sensiblement le degré de réticulation de ces polymères, et on arrive à atteindre même des rendements céramiques de l'ordre de 92%, ce qui est assez exceptionnel pour ce genre de matériaux. Donc on peut clairement dire que le bore agit comme un agent réticulant pour ce précurseur de carbure de silicium. Et autre fait intéressant, c'est que non seulement il joue sur le polymère, mais il joue aussi sur un peu sur les propriétés du carbure de silicium. On confirme à 1000 degrés, donc après transformation du polymère en céramique, qu'on a bien du bore 3, mais aussi on a la signature du carbure de bore, B4C. La densité n'évolue pas beaucoup, puisqu'on a ajouté le bore. Le bore, c'est un élément très léger, donc on peut voir que la densité du matériau est très similaire à celle du carbure du silicium élaboré à partir de ce précurseur. Et lorsqu'on chauffe un peu plus haut que 1000 degrés sous argon, ben on cristallise le carbure de silicium qu'on peut le voir ici. Ça, c'est sans bore, ça, c'est avec bore. Mais vous pouvez voir qu'on améliore assez sensiblement la cristallinité du matériau lorsqu'on chauffe à 1600 degrés, par exemple. Et ça, c'est l'effet du bore. En analyse élémentaire, on voit qu'on a un peu de bore dans le matériau. Hein. C'est très limité, mais ça suffit en microscopie électronique en transmission à identifier la présence, j'espère que vous voyez ici, de carbure de bore à côté des cristaux de carbure du silicium. Donc ça, c'est très intéressant. Mais un des problèmes de ces matériaux, c'est qu'on a aussi un peu de carbone libre, et on le voit par raman, et ça a tendance à réduire les propriétés mécaniques de ces matériaux. Néanmoins, quand on additionne de bore, on atteint une dureté de l'ordre de 13 à 15 gigapascales, alors que le SiC sans l'élément bore est autour de 10 gigapascales. Donc il y a un effet positif quand même sur la céramique finale, et cet effet est essentiellement quand même sur le polymère. Et donc on arrive à avoir des matériaux avec un très faible retrait volumique, on va le voir après. Donc, un petit résumé, on additionne le bore sur le précurseur de départ. Lorsqu'on additionne beaucoup de bore, on a un précurseur solide. À partir de ce précurseur solide, on peut faire des pièces denses, par exemple. Donc, on presse ce précurseur et on arrive à faire des pièces denses après pyrolyse à 1000 degrés sous argon. Et là, on voit que le retrait volumique, finalement, est très faible au cours de la pyrolyse. On peut également mélanger ce polymère avec des agents porogènes, comme des sphères de PMMA. Et là, l'idée, c'est qu'on vient développer la porosité, en particulier la macroporosité des céramiques finales, et on arrive à avoir des matériaux macroporeux avec une porosité interconnectée en ayant ce rapport 80% de PMMA et 20% de polymère. On arrive à avoir des pores interconnectés et une répartition des pores relativement homogène. En porosité mercure, on confirme la porosité de ces matériaux. On a 80% de porosité, ce qui est intéressant. Et les diamètres des pores, finalement, est celui des sphères de PMMA. On est entre 2 et 20 microns, et les sphères de PMMA, c'était donné entre 5 et 25 microns. On a un léger retrait volumique au cours de la pyrolyse. Vous voyez ici, on peut utiliser des sphères de PMMA de 25 microns, on arrive à cette structure, mais on peut également utiliser des sphères de PMMA de 300 microns, et on arrive à développer vraiment la porosité de ces matériaux. On voit aussi que cette porosité est également interconnectée. En termes de propriétés mécaniques, je dirais qu'on est supérieur à celle du SiC fait à partir de cette méthode. On est en compression entre 2 MPa et 8 MPa, ce qui est pas mal pour ce genre de matériaux, sachant qu'il y a un peu de carbone libre dedans. Alors, là, l'idée, c'était de vous montrer qu'on pouvait ajouter un élément ou une molécule à un précurseur polymérique pour améliorer son comportement thermique au cours de la pyrolyse. On voit aussi que ça ne modifie pas beaucoup la structure finale du matériau. On a un peu de carbure de bore, mais vraiment très localisé. Et donc la structure globale du matériau reste le carbure du silicium. D'ailleurs, en DRX, on ne détecte que le carbure du silicium. Si je vais vous présenter des travaux qui permettent d'élaborer des nanocomposites. Et en fait, on ajoute également des éléments à un polymère. Ça joue sur le comportement thermique, mais ça modifie totalement la structure finale de ces céramiques. Alors pourquoi ces nanocomposites? Tout simplement parce que les céramiques, quand vous faites tomber votre couteau de cuisine en céramique d'une distance assez élevée, vous voyez qu'il casse. Les céramiques, c'est très fragile, la propagation des fissures se fait très rapidement. Et en 91, Niara a proposé 5 types de structures qui pourraient améliorer les propriétés mécaniques des céramiques. Et donc il a développé des nanocomposites
avec ces 5 types de structures, et en particulier ces nanocomposites, faits de nanocristaux céramiques dispersés dans une phase amorphe de céramique, ont le meilleur potentiel pour améliorer sensiblement les propriétés mécaniques, et en particulier la dureté des céramiques monolithiques. Tout simplement parce que si on choisit des nanocristaux faits de céramique dure, comme le carbure de titane ou le nitrure de titane, on améliore sensiblement les propriétés mécaniques de la matrice. Les nanocristaux sont tellement petits, c'est autour de 3-4 nanomètres, mais il n'y a pas de défaut dedans. Le rapport surface-volume qui est très élevé, et la présence d'une matrice amorphe qui limite la propagation des fissures. Et donc en combinant tout ça, on a des matériaux qui présentent des propriétés mécaniques très élevées par rapport aux matériaux monolithiques. Et c'est ce que je vais vous présenter ici. Alors il y a 2 façons de préparer ces nanocomposites. Je dirais qu'une démarche moins chimiste que celle-là. Ici, on prend le précurseur de la céramique, on le mélange à des charges, des nanocharges. Ça peut être des nanotubes de carbone, ça peut être des nanotubes de BN, ou des charges plus actives, donc des métaux. On mélange le tout, et on fait une mise en forme, une étape de pyrolyse, et à la fin, ces charges peuvent réagir avec le polymère ou avec les gaz qui sont dégagés de ce polymère, et on arrive à élaborer des nanocomposites. La deuxième voie est beaucoup plus focalisée sur le travail de la chimie des précurseurs, donc on mélange 2 précurseurs, le précurseur de la nanophase, le précurseur de la matrice, on en fait un nouveau polymère, on le met en forme, on le pyrolyse, au cours de la pyrolyse, on a une ségrégation de phases, et on obtient des nanocomposites faits de nanocristaux dispersés dans une phase amorphe de céramique. Parlons tout d'abord de cette première stratégie pour élaborer des nanocomposites. Alors, toujours le précurseur de SiC, HPCS. Là, on vient mélanger des nanoparticules de titane, donc assez réactives. Et donc, l'idée, c'est de faire varier le rapport molaire entre le titane et le polymère, de faire une mise en forme. On a fait du casting pour faire des pièces denses, une pyrolyse jusqu'à 1000 degrés, et on élabore ces pièces que vous voyez, ces pièces noires, à 1000 degrés, après un traitement thermique à 1000 degrés sous argon. Et on voit que par analyse thermogravimétrique, la quantité de titane augmente ici, on voit que le changement majoritaire est situé entre, je dirais, entre 450 et 1000 degrés entre les différentes formulations. Sans titane, un peu de titane et beaucoup de titane. Et en fait, on s'est focalisé sur les gaz qui étaient dégagés à partir de ce précurseur, donc la HPCS, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a essentiellement des gaz à base de carbone, et en fait, ces gaz à base de carbone viennent réagir avec les nanoparticules de titane qui sont dispersées dans ce polymère. On le voit clairement en suivant la diffraction des rayons X allant du polymère, chauffé à 230 degrés, jusqu'à la céramique finale. Là, c'est le TIC commercial, les nanoparticules de titane. À 200 degrés, les nanoparticules de titane sont toujours présentes dans le polymère. Plus on chauffe, plus on voit les pics de diffraction disparaître. Et après un traitement thermique à 800 degrés, le titane a complètement disparu et on a formé du TIC. Si on monte encore en température, à 1000 degrés, on a du TIC, mais on a d'autres phases, comme la phase max, et également des solutions métalliques. Donc on confirme que ces nanoparticules de titane ont bien réagi avec les gaz dégagés par le précurseur, des gaz essentiellement à base de carbone, pour former du TIC principalement dans le carbure de silicium. On voit la répartition plus ou moins homogène de ces particules dans la matrice par microscopie électronique à transmission. Et ce qui est intéressant, c'est que les propriétés mécaniques sont améliorées, en particulier la dureté et le module d'élasticité. Si on compare par rapport au carbure de silicium élaboré à partir de cette HPCS, la dureté obtenue à 1000 degrés est environ de 13 gigapascales. Quand on met un peu de titane, on monte à 17, et beaucoup de titane, on monte à 21 gigapascales. Donc il y a un effet bénéfique de l'introduction de titane dans le polymère sur les propriétés mécaniques de la céramique finale. Lorsqu'on chauffe au-dessus de 1000 degrés cette céramique, en ATG, on voit pratiquement rien. Et en fait, lorsqu'on fait un suivi en diffraction des rayons X, on voit que les phases max se décomposent, forcément, c'est connu, la phase max n'est pas très stable en température, entre 1200 et 1300 degrés, elle commence à se décomposer en certains de ces éléments. Et en fait, après 1400 degrés, on forme un composite TIC-SiC.
Alors ça, c'était une approche qui n'était pas forcément dédiée à la chimie et au travail de la chimie des polymères. Maintenant, on peut travailler la chimie pour faire réagir différents précurseurs entre eux et générer ces mêmes composites TIC et SiC. Et donc, on vient s'intéresser à la chimie des métallocènes, et en particulier à ces dichlorotitanoocènes. On vient les faire réagir avec des réactifs de Grignard, en fait, pour introduire une fonction vinyle. Une fois que cette fonction vinyle est introduite, on vient les faire réagir sur ce précurseur, et vous vous souvenez que ce précurseur a des liaisons SiH. Et en fait, les liaisons SiH de ce précurseur vont venir réagir avec les fonctions vinyle par hydrosylation dans ce précurseur, et on va élaborer un polymère constitué de tous les éléments de la céramique que vous voulez élaborer après pyrolyse. Donc les éléments silicium, carbone et titane. Donc on a ce polymère, on le met en forme du pressage puisqu'il est solide, on fait la pyrolyse et on génère des céramiques noires comme vous pouvez le voir ici. Alors qu'est-ce qui se passe au cours de la pyrolyse? Pareil, hein, lorsqu'on vient additionner ce précurseur qui a réagi avec un réactif, avec un organomagnésien, on vient réticuler ce précurseur de carbure de silicium et l'effet, c'est directement sur le rendement céramique. À 1000 degrés, on a un rendement céramique qui augmente assez sensiblement lorsqu'on introduit du titane à l'échelle moléculaire dans le précurseur de carbure de silicium. En DRX, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le carbure de silicium élaboré à partir de l'HPCS à 1000 degrés. Il est amorphe. Lorsqu'on met un peu de titane à 1000 degrés, on commence à voir apparaître les pics de diffraction du carbure de titane. Lorsqu'on monte en température, on a bien des nanocristaux de TIC dispersés dans une phase amorphe de carbure de silicium. Et lorsqu'on monte très haut en température, on cristallise le SiC et on a un nanocomposite TIC-SiC. Et en fait, les propriétés mécaniques élevées sont atteintes ici avec ce matériau lorsque la matrice SiC est amorphe. On atteint une dureté de l'ordre de 22 gigapascales, soit nettement supérieure aux matériaux élaborés selon la première stratégie. Alors ça, ce sont des matériaux qui sont développés dans le cadre d'un projet ANR qu'on appelle Carapace, et en fait, ils sont utilisés comme constituants des récepteurs solaires dans les centrales à concentration, fonctionnant à haute température, parce que le TIC est connu pour améliorer la sélectivité optique du carbure du silicium, qui n'est pas très sélectif optiquement. Et ce sont des matériaux qui marchent assez bien pour cette application. Quelques mots maintenant sur le carbonitrure de silicium. On peut suivre la même démarche. Donc, les polycarboxylazanes, cette structure, ça ne mène plus au SiC puisqu'on a introduit un azote dans la structure chimique, mais ça mène au carbonitrure de silicium. Donc, on a ajouté l'azote au carbure de silicium. Qu'est-ce que ça apporte, l'azote au carbure de silicium? Ça améliore la stabilité du matériau à haute température, tout simplement. Mais c'est très intéressant puisque, comme le précurseur de SiC, ici, on a des groupements vinyles, on a des liaisons SiH, donc on peut faire de l'hydroboration, de l'hydroalumination, mais on a également des fonctions NH, donc on peut faire des hydrocouplages avec d'autres précurseurs. Et en fait, on peut additionner un tas de précurseurs moléculaires, des boranes, pour introduire du bore à l'échelle moléculaire dans cette céramique. On peut utiliser des alanes pour additionner de l'aluminium dans ces céramiques. On améliore sensiblement la résistance à l'oxydation de celle-ci. On peut ajouter du titane, on forme des composites TIN et SiCN, et on peut ajouter des métaux, en fait, des précurseurs contenant des métaux, et on arrive à élaborer des nanocomposites avec des nanocristaux métalliques, du nickel, du titane, dispersés dans une céramique amorphe, et ça c'est très intéressant pour les aspects support de catalyseur. Ouais, j'espère que je vous ai convaincu avec cette voie d'élaboration des céramiques non-oxydes. Maintenant, parlons un peu des applications. Elles sont essentiellement dans le domaine de l'énergie, mais avant de parler de l'application, il est intéressant d'aller au-delà des systèmes carbure et carbonitrure. En fait, on peut élaborer des nitrures, des oxynitrures, des oxycarbures, ou encore des borures et des siliciures métalliques notamment. Et voici quelques illustrations des matériaux qu'on peut synthétiser en mettant en œuvre cette voie. Du nitrure de bore, sous toutes ses formes, hein. Ça peut être des nanophiles de nitrure de bore élaborés par électrospinning, ou encore des matériaux composites, carbone avec une matrice en nitrure de bore.
Là, ce sont des nanocomposites dans lesquels sont dispersées des nanoparticules de titane dans une matrice de carboniture de silicium. On peut faire des fibres ou on peut faire des nanocomposites dans les systèmes nitrures. Les applications, je vous l'ai dit, c'est essentiellement support de catalyseur, et on vient récemment de trouver un matériau qui est très sympa pour cette application. Notamment, on l'utilise dans l'hydrolyse du boroiodure de sodium pour générer de l'H2, et en particulier ces matériaux nanocomposites faits de nanocristaux de TIN, nitrure de titane, dans une matrice de nitrure de silicium amorphe, qui sont mésoporeux avec une surface spécifique de 1500 m² par gramme. On met 1% de platine dessus, et en fait, on a un effet synergétique entre le TIN et platine, et on relargue énormément d'hydrogène lorsqu'on l'applique comme catalyseur dans cette réaction. Et en plus, on peut faire des cycles, plusieurs cycles, on a fait jusqu'à 11 cycles, et on garde exactement la même performance de ce matériau. Donc c'est un matériau qu'on va bientôt publier, je l'espère. On peut utiliser ces matériaux poreux pour faire du stockage CO2. Donc là, on a synthétisé des MOF à l'intérieur de la porosité de ces matériaux céramiques, et donc pour la capture du CO2. Et on peut modifier la surface des filtres à particules, par exemple. Donc on peut revêtir les filtres à particules pour améliorer la filtration des nanoparticules. Notamment, c'était un contrat avec PSA Peugeot Citroën. Voilà, je voudrais remercier évidemment l'équipe des étudiants qui ont travaillé sur ces différentes thématiques, aussi les sponsors. Et je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup.